Bonjour à tous, on va attendre encore quelques secondes avant de commencer le webinaire, le temps que tout le monde se connecte. Je vois qu'on a un certain nombre de personnes à se connecter. On va commencer. Les dernières personnes arriveront et prendront le webinaire en route. L'idée de ce webinaire était pour Wina de vous présenter un bilan de campagne et un regard croisé sur la saison. On entend par regard croisé, en fait, la vision d'une filière, d'une coopérative, d'une structure à un endroit donné. On a tous vécu la même saison, mais on ne l'a pas forcément analysée de la même manière. Aujourd'hui, pardon. Aujourd'hui, je suis accompagné de Thomas Monville, responsable innovation et transition agronomique chez Axéréal. Thomas, en quelques mots, quels sont tes métiers? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, pour ma part, donc, en effet, je suis manager du service agronomie chez Axérial. Ça veut dire que ça recouvre les périmètres d'expérimentation des équipes d'agronomes qui accompagnent nos technico-commerciaux et agriculteurs, aussi le volet digital agronomique et la veille réglementaire. Merci Thomas. Et je suis également accompagné de Julien Balajas, responsable du pôle agronomie à France Olive. Même question, Julien, quels sont tes métiers Donc, et bonjour tes à missions? toutes et tous. Oui, effectivement, donc France Olive qui est l'interprofession oléicole et mon métier étant principalement justement de créer de la référence technique et agronomique pour la filière oléicole, donc pour les oléiculteurs de France, qui va passer par à la fois des expérimentations, à la fois des suivis de parcelles et puis aussi la partie réglementaire, bien évidemment. Merci à tous les deux. Et pour ma part, je suis Romain, chargé d'affaires chez Winat, en charge de l'accompagnement de nos clients et de la valorisation des données Météovision dont vous parlez. Je suis également accompagné de ma collègue Margot Leflèche, qui sera au niveau du chat. Vous pouvez poser des questions. S'il y a des questions sur Winat, elle vous répondra. Et les questions plus liées aux missions de Thomas et Julien, on pourra y revenir en fin de webinaire. Euh, cette phrase, la météo, c'est la clé de voûte du métier d'agriculteur. Elle n'est pas de Winat, elle était de l'un de nos clients et partenaires. Elle veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire que l'agriculteur subit, et le monde agricole subit la météo, pas forcément dans le sens négatif, mais ça veut dire subir dans le sens on n'a pas d'impact sur elle et on ne peut pas la choisir. Et donc, c'est très important de bien connaître la météo de ses parcelles, de son territoire, pour l'objet du jour aujourd'hui, pouvoir faire un bilan de saison, mais aussi pour pouvoir accompagner les agriculteurs. Winat propose différentes sources de données météo. On nous connaît sur la partie capteur, mais on propose aussi des données météo spatialisées sous la marque Météovision. Météovision, c'est une technologie qui est propriétaire et qui a été développée par Winat. Et c'est une météo spatialisée d'observation. Qu'est-ce que c'est que la météo spatialisée d'observation? En fait, Winat, tous les jours, on va venir se nourrir d'observations réellement mesurées sur le terrain. Donc, ça va être des réseaux de stations physiques, entre autres des stations Météo France. Ça va être des données maillées, des données de grille, comme les données de radar qui vont mesurer la pluie, des données de satellites et également des données spatialisées de modèles météorologiques. Le travail de Météovision, c'est dans un premier temps d'harmoniser toutes ces sources de données, harmoniser les résolutions et spatiales et temporelles. Le deuxième métier, ça va être de les confronter les unes entre elles et de pouvoir les calibrer. L'objectif est de produire une météo spatialisée d'observation aux résolutions kilomètres carrés heure par heure pour 11 paramètres météo définis 11 variables définies en 40 paramètres météo, c'est ce que vous voyez à droite de l'écran, et on possède un historique depuis 2012. Et c'est de ces données qu'on va parler, de leur usage au cours de la saison et en bilan de saison, au cours de ce webinaire. Le webinaire il va être composé en 3 parties. Une première partie où on va regarder la saison, la campagne d'un point de vue pluviométrique et l'impact que ça a eu à la fois pour Axéréal et France Olive. On va faire la même chose sur les températures. Et après, on rentrera un peu plus dans le concret avec des outils de pilotage pour les agriculteurs et de l'accompagnement en cours d'année pour les producteurs.
Et on finira par une quatrième phase, une phase de questions qui va durer environ 20 minutes. La pluviométrie, qu'est-ce qui s'est passé en termes de pluviométrie? Donc, ce qui est toujours difficile en bilan de campagne, c'est de représenter le bon indicateur. Là, nous, WINAT, pour l'introduction de ce webinaire, on a fait le choix de présenter une carte à l'échelle France du cumul de pluie sur la période janvier-mars. Donc, c'est une image, c'est une vision de ce qui s'est passé pendant une période de temps. Et on peut voir, grâce à cette cartographie, que la recharge hivernale de début d'année 2025 a été légèrement excédentaire, mais surtout marquée par des grandes disparités régionales, où on va retrouver des régions très arrosées, hein, comme la PACA, les Pays de Loire ou le centre Val-de-Loire. Donc, ce sont des régions où agissent Thomas et Julien. Et à l'inverse, on va avoir des régions largement déficitaires comme le Grand Est, la Bourgogne ou la Nouvelle-Aquitaine. Concrètement, il faut aussi pouvoir regarder ça dans un profil plus large. Les saisons ne commencent pas forcément en janvier et parfois les regarder aussi sur l'évolution journalière. Julien, justement, pluviométrie plutôt assez abondante en ce début de campagne. Pour toi, quels ont été les impacts? Julien, Est-ce que nous avons perdu Julien? Alors, Julien avait des problèmes de connexion en début. Je pense il a perdu la connexion. Ce que je propose, c'est Thomas, passer toi sur tes retours sur la campagne et on reviendra quand Julien va réapparaître. Oui, tout à fait. Donc, vous avez sur la cartographie le territoire sur lequel opère Axéréal. Donc, grosso modo, c'est la grande région Centre-Val de Loire et quelques parties de départements limitrophes. Première chose déjà, c'est que donc Axéréal est collecteur des filières céréalières, oléagineuses et protéagineuses. Et donc, on va dire selon les départements, entre 50 et 70% de l'assolement est occupé par les céréales. Et donc, la période d'implantation du mois d'octobre-novembre est bien sûr une période qui est beaucoup regardée. Et donc, vous voyez par exemple que sur l'automne 2024, vous avez des cumuls de précipitations là, de septembre à janvier qui vont de 200 mm à 500 mm sur notre territoire. Et donc, ça a forcément beaucoup d'impact sur les implantations. Je te propose peut-être de rester encore sur la partie cartographique, si tu veux bien, Romain. Donc, forcément que la vue cartographique est bien sûr hyper importante, notamment sur la donnée de pluviométrie, puisqu'on connaît les dispersions d'un point de vue spatial. Après, derrière ça, une fois qu'on s'est dit ça, c'est que les mêmes quantités d'eau peuvent ne pas avoir les mêmes impacts. J'en prends pour preuve que quand on est par exemple sur la zone de Bourges, plutôt argilo-calcaire, sol drainant, grosso modo, on a perdu peut-être 5 à 10% de surface, voire 0% selon les espèces. A contrario, quand on va au nord-nord-est de Tours, on retrouve à peu près les mêmes cumuls de précipitations qu'à Bourges, et pour autant, là, on s'est retrouvé sur certaines zones localement à avoir des retraits de surface implantée à l'automne de plus de 30%. Pourquoi? Parce qu'on était simplement sur des sols dont du coup le ressuyage était plus lent. Et ça m'amène à un autre sujet, et en effet qu'on peut voir sur le graphique d'après. C'est pour ça que je m'étais permis de regarder le cumul de précipitations à partir du mois de septembre, alors que les semis commencent au mois d'octobre. Pourquoi? Parce que en fait, on voit que sur l'automne 2024, on a commencé la campagne de semis avec déjà des sols dont la réserve utile était déjà pleine. Et donc, les quelques précipitations qui sont arrivées sur octobre ont tout de suite rapidement bloqué les chantiers de semis. Et donc, on s'est retrouvé avec un report de date de semis qui allait de 2 semaines à plus d'un mois, un mois et demi, selon les zones. Et parfois, les semis ont été réalisés dans des situations de structure du sol dégradée. À l'inverse, l'automne précédent, 2023, qu'on peut voir aussi comme étant une des années les plus pluvieuses, et donc c'est le graphique cumulé de rouge, on voit qu'on a commencé plus bas en septembre-octobre. Donc on a eu une première vague de semis qui s'est opérée dès le mois d'octobre, et finalement ce ne sont que les semis tardifs qui ont été décalés. Donc la spécificité de 2024, c'est bien l'ensemble de la sol céréale qui n'est pas parti sur une bonne ligne de départ,
Et la récolte de 2025 a été riche en émotions. Elle a commencé en effet par un épisode de crainte, de peur quand on arrivait avec en fin d'hiver des situations quand même relativement dégradées et à la sortie d'une récolte précédente qui avait déjà été mauvaise en termes de rendement. Et je vois que Julien vient de se connecter normalement, Romain. Voilà, c'est ça. Et, et donc, très bien. Donc, je vais repasser. Julien, tu nous entends? Et je vous entends et j'espère que Ouais, vous allez me voir. Je suis ouais, désolé. pas de souci. Du coup, on a anticipé, on a demandé à Thomas de faire son bilan par rapport à la pluviométrie et les impacts que ça a pu avoir sur la saison. Comme je disais, même question pour toi, plutôt un début d'année assez humide. Pour toi, ça a eu plusieurs impacts. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on va parler de recharge hivernale. Donc, sur la fin 2024 et la première saison 2025, on a eu plutôt des conditions qui étaient assez favorables, une recharge des sols qui était plutôt bonne, peut-être un petit peu plus faible sur la région PACA que par rapport à certaines années, comme on peut le voir sur la courbe et sur les graphiques ci-dessus, bien meilleure sur la région Occitanie et notamment une zone qui était particulièrement qui était particulièrement déficitaire en pluie, c'est la région des PO. Et donc, bien évidemment, on est rentré en début de saison d'olivier avec des conditions qui étaient plutôt favorables à la production. Alors après, on verra qu'en période de floraison-nouaison, ça s'est un peu plus tendu sur certaines zones. Mais on va dire que cet hiver et cette fin d'hiver, globalement, les recharges des sols étaient plutôt favorables, donc notamment pour les vergers qui sont non irrigués. Donc le début de saison, on est rentré dans une saison voilà, où les conditions, notamment en termes de pluviométrie, et donc l'olivier a besoin d'eau, contrairement à ce qu'on pense, étaient donc plutôt favorables pour la production. Euh, L'inconvénient, bien évidemment, c'est que les pluies en sortie d'hiver ont des impacts sur d'autres problématiques et notamment des problématiques sanitaires. Et donc, comme on peut le voir sur le graphique, on a des problèmes de maladie du feuillage qui sont liés à des épisodes de pluie et la présence de chaleur. Et on peut voir, si on compare une année où la pluviométrie était bonne d'un point de vue irrigation avec une année qui était plutôt déficitaire en précipitation, on peut voir que en 2025, on a eu plutôt beaucoup d'épisodes contaminants de la maladie de l'œil de Pan, contrairement à 2023 où au contraire, en sortie d'hiver, on avait eu très très peu d'épisodes contaminants. Donc ça sous-entend derrière, bien évidemment, des impacts et des traitements nécessaires pour les producteurs. Voilà. Merci à tous les deux. Sur la région PACA, si on compare les 2 dernières années, 2024-2025, comme on peut le voir sur le graphique en dessous, vous voyez qu'on a eu plutôt beaucoup de précipitations sur la période printanière qui est très importante, contrairement aux années précédentes où on était plutôt beaucoup plus déficitaire et donc nécessité d'avoir accès à l'irrigation pour optimiser la production des vergers. Hop. Merci à tous les deux pour votre vision. Donc, si je résume très rapidement, une météo, différents impacts, que ça soit sur le rendement, sur la gestion d'irrigation ou le risque maladie. Même exercice sur la température. Comme je le disais, ce qui est important, c'est de trouver le bon indicateur qui va refléter la campagne et ce qu'a vécu la culture. Ici, on vous présente une cartographie du nombre de jours supérieur à 25 degrés entre avril et juillet. L'idée était d'essayer de mettre en évidence des potentiels impacts des températures importantes, entre autres sur les cultures, les céréales ou l'oléiculture. Constat national qui va dans une tendance du dérèglement climatique, c'est que ces valeurs de nombre de jours supérieurs à 25 degrés, elles sont pour 2025 largement supérieures à la normale décennale, hein, plus quasiment 20% au niveau national. Encore une fois, avec des disparités locales. Et dans le top 5 des régions où on a eu plus de nombre de jours supérieurs à 25 degrés, on va retrouver le Centre-Val de Loire, les Pays de Loire, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine. Donc on voit que tout le pays est touché. Encore une fois, comme on l'évoquait, Thomas, c'est important d'avoir ce type d'indicateurs qui ont une vision globale à l'échelle d'un territoire, mais qu'est-ce qu'il en est localement pour une culture et la répartition de ces vagues de chaleur?
Ouais, bah, en effet, ce qui est extrêmement important, c'est la séquence, la période à laquelle ont lieu ces stress thermiques. Et sur notre territoire, les pics de chaleur ont commencé début juin. Et donc, si je reprends, et donc vous le voyez matérialisé hein, sur le graphique sur la droite, puisque sur ce graphique, on voit les températures mini, maxi journalières et les précipitations en histogramme. Et on voit bien que les températures supérieures à 25, mais plus particulièrement celles qui dépassent même les 30 degrés, sont quand même plutôt arrivées à partir de début juin. Et pour reprendre la continuité de l'histoire après nos implantations compliquées suite aux épisodes pluvieux de l'automne, notre vulnérabilité à la sortie d'hiver, c'était que les enracinements forcément étaient peu profonds et donc nous avions besoin de précipitations régulières pour alimenter les plantes. Ce qu'on a pu vivre jusqu'à fin avril, comme vous pouvez le voir sur les histogrammes, est donc entre des températures plutôt douces jusqu'à la fin mai et des précipitations qui ont pu parcourir jusqu'à fin avril, on a pu avoir du coup sur les espèces plus précoces finalement de très bonnes surprises avec par exemple en orge d'hiver des moyennes de rendement qui sont supérieures à la moyenne 5 ans, ce qui est quand même assez incroyable au regard des conditions d'implantation. Et à l'inverse, bah, les semis tardifs de blé tendre, qui eux ont des cycles du coup plus tardifs, ont été plus exposés aux épisodes de chaleur du mois de juin, et eux se sont trouvés avec des rendements eux, inférieurs à la moyenne 5 ans. Très bien, merci Thomas. Encore une fois, même exercice pour toi, Julien. Ce qu'on a souhaité représenter dans les cartographies, c'était c'était un risque lié à un ravageur, la mouche de l'olive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors effectivement, l'olivier, lui, est plutôt bien adapté aux fortes températures. Et par contre, effectivement, on s'est intéressé un peu à la mouche parce qu'on sait que les fortes températures peuvent avoir des incidences sur la dynamique des populations de mouches. Et donc, on a essayé de comparer plusieurs années parce qu'on sait qu'en 2025, on a eu une forte dynamique des populations de mouches qu'on n'avait pas eu depuis un certain nombre d'années. Et donc, on a comparé 2025 avec 2 années qui étaient plutôt très typiques au niveau de la situation sanitaire de l'olivier vis-à-vis de la mouche. 2014 qui était une année catastrophique au niveau de la dynamique des mouches, beaucoup de dégâts de mouches qui ont des incidences tant et si bien sur la quantité d'olives récoltées, mais également sur la qualité. Hein. Et l'année 2021 où on a eu plutôt une belle récolte et une très bonne qualité des huiles au regard des indices qui sont mesurés, notamment l'acidité des huiles. Et donc, on a essayé de regarder où se situait 2025 par rapport à ces années. Et donc, on a pris un indicateur qui est l'indicateur 30 degrés, puisqu'on sait qu'à 30 degrés et au-delà de 30 degrés, effectivement, il y a une mortalité des œufs de la mouche. Et donc, on a essayé de regarder si effectivement cet indicateur était pertinent au regard de la situation de 2025. Donc, on voit bien 2014, très clairement, on a eu très peu de nombre de jours avec des températures supérieures à 30 degrés, ce qui est un des indicateurs qui explique la dynamique de cette année-là. On voit 2021, et quand on compare 2021 et 2025, eh ben, contrairement à ce qu'on pensait au départ, l'indicateur est peut-être un peu moins performant, ce qui veut dire bien évidemment qu'il n'y a pas qu'une notion de température qui rentre dans la notion de dynamique des mouches. Il y a aussi une histoire de présence d'olives, de taille des olives, etc. Bon, on voit que il y a certains secteurs, ça l'explique bien, il y a d'autres secteurs, ça l'explique un peu moins bien. Mais en tous les cas, on sait que la température peut avoir une incidence plus ou moins importante sur la mouche. Si tu reviens sur les graphiques suivants, hein, quand je vous parlais de qualité des huiles, le graphique suivant, Romain, s'il te plaît. Voilà, vous voyez bien qu'au niveau de l'acidité, la courbe de droite, on voit bien qu'en la récolte 2014, on voit bien qu'on a eu un pic d'acidité qui était très lié à la présence des mouches. Et en même temps, si vous regardez sur le graphique de gauche, vous voyez bien qu'on a eu une très petite récolte. Inversement, sur 2021, vous voyez qu'on a une acidité très faible, une très bonne qualité des huiles d'olive, on a eu plutôt une bonne récolte. Donc l'idée, c'était de voir où se situait l'année 2025 par rapport à ça. Et on est un peu intermédiaire entre ces deux cas. Et c'est ce qui explique un peu la dynamique des mouches. En tout cas, un des facteurs qui explique la dynamique des mouches cette année, c'est qu'au mois de juillet notamment, on n'a pas eu des grosses températures qui ont pu avoir une incidence sur le début de la dynamique des mouches, sur les premières générations qui vont faire les dégâts ensuite par la suite.
Merci à tous les deux. Donc, cette vision globale, bilan de campagne, on en voit les contours, c'est-à-dire qu'il faut recontextualiser pardon, les données à l'échelle d'un territoire, mais aussi, donc ça, l'outil cartographique est là pour le faire, mais aussi les recontextualiser l'apparition événement par événement, puisque Thomas, tu nous l'as dit, des pluies bien positionnées, ça permet d'accompagner le rendement et la culture. Et ben, on voit que la météo, elle va avoir un impact sur les rendements, comme je viens de le dire, mais aussi sur la qualité technique du produit et ici l'acidité des huiles. C'est important de faire ce bilan en fin de saison pour comprendre ce qui s'est passé, mais également aussi la météo, elle va avoir un impact fort dans l'accompagnement que vous pouvez faire auprès des producteurs. Julien, si on regarde ce qui est fait d'un point de vue pilotage de l'irrigation et accompagnement des oléiculteurs, vous avez différents outils. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et nous les décrire? Oui, alors bien évidemment, on a plusieurs niveaux de conseil. Donc, on a un conseil un petit peu général. Effectivement, vous le savez sans doute, le secteur oléicole, il est assez important, hein. On n'est pas localisé sur une région, on est surtout le sud de la France. Et on remonte jusqu'à Nyons aujourd'hui dans la zone oléicole principale. Et donc, on s'est attelé à essayer d'accompagner les producteurs en leur produisant des bulletins d'irrigation, des bulletins olives, sur l'accompagnement dans leur gestion hydrique de leurs vergers, qu'on fait en collaboration avec la SCP et BRLE. Et on essaye de leur proposer une dynamique à la fois territoriale avec des indicateurs climatiques que vous pouvez voir sur les cartes, cumul de pluie, cumul de température, indice de sécheresse, en leur proposant à la fois une comparaison avec l'année précédente et l'année en cours, parce que les producteurs ont toujours une vision assez claire de l'année précédente. Quand on leur demande de remonter un peu plus dans l'historie, c'est un peu plus compliqué. Et tout ça nous permet un peu de faire des préconisations en termes de conseils, notamment d'irrigation, bien évidemment, pour les accompagner dans la gestion hydrique de leur verger. Et on offre vraiment, grâce à Météovision, cette vision cartographique sur l'ensemble de la région, qui est un indicateur intéressant. Et puis avec plusieurs indicateurs agronomiques derrière qui leur permettent de mieux se positionner dans le temps et d'adapter leurs pratiques d'irrigation par rapport aux conditions climatiques du moment. Après, on a un deuxième niveau où là, l'objectif, c'est d'acquérir des références. La diapo suivante, Romain, d'acquérir des références. Et là, on travaille à l'échelle de l'exploitation, où on va utiliser la donnée météo. Là, j'ai pris l'exemple de l'ETP, hein, l'évapotranspiration et de la pluviométrie, ce qui nous permet derrière de faire des bilans hydriques et de faire un point sur les parcelles sur lesquelles qu'on suit, les vergers experts, pour nous permettre de créer de la référence technique, savoir comment ils ont irrigué, pourquoi ils ont irrigué, et replacer ça dans le contexte de leur verger et des conditions climatiques de leur verger. Voilà, et bien évidemment derrière, effectivement, ces vergers sont également équipés de tout un tas de matériel qui nous permet de mieux comprendre leurs pratiques en termes d'irrigation. Donc, bien évidemment, on a mis en place, on a fait des fosses, on a installé des capteurs, hein, notamment des tensiomètres Winut. On a également des compteurs d'eau, et ça nous permet d'avoir un esprit critique sur la situation et d'essayer de mieux comprendre pourquoi ces vergers ont produit et d'accompagner, donc créer de la référence et d'accompagner les producteurs sur l'optimisation de leurs pratiques. Merci Julien. Donc c'est vrai que le lien entre météo et pilotage d'irrigation, il est assez simple à faire. On a aussi parlé du lien entre la météo et le risque maladie. Tu as cité l'œil de Pan, mais la météo, elle est aussi dans beaucoup d'autres endroits. Entre autres, vous, Thomas, vous avez développé et proposé un OAD sur la gestion de la fertilisation auprès des agriculteurs. Oui, tout à fait. Alors, en effet, c'est vrai qu'on est utilisateur nous, des services Météovision depuis 2020. En effet, ça va bien alimenter nos bilans moissons, la contextualisation de nos essais. Ça, c'est hyper important aussi pour bien comprendre l'histoire de l'essai et en quoi il peut avoir impacté des conclusions qu'on peut tirer d'un essai. C'est bien sûr mettre à disposition le service de météo auprès de nos agriculteurs. Et puis, c'était, en dernier lieu, et c'est bien ce cas d'usage-là dont on parle là,
c'est comment on peut insérer les données météo dans des outils de conseil. Et en effet, sur nos filières céréalières, le premier segment qui fait l'objet d'outils de conseil, c'est bien la fertilisation et notamment la fertilisation azotée. On est notamment redistributeur du service FarmStar proposé par Airbus. Et dans ce cas-là, justement, on se retrouvait dans un certain nombre de situations avec des conseils, élevés en fin de cycle. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer du coup un conseil élevé en fin de cycle. Ça peut être d'une part une moindre efficacité des apports précédents, une moindre disponibilité des apports précédents ou un réel besoin de la culture parce que le potentiel installé est plus élevé que le prévisionnel. Et donc, sur ces deux premiers points, en fait, on n'était pas en capacité de pouvoir donner quelques indicateurs auprès de l'agriculteur pour essayer de comprendre justement quelle a été la bonne efficacité de ces apports précédents pour comprendre du coup le conseil en fin de cycle et faire les bons choix face au conseil qui lui est délivré. Et donc, sur la partie haute du tableau, eh ben, en fait, vous avez un extrait de ce que peut voir l'agriculteur dès lors qu'il renseigne ses applications d'azote, où vous avez deux volets qui sont évalués. Qui concerne le risque de volatilisation, donc qui est lié à la forme d'azote que l'agriculteur va avoir utilisée, au type de sol sur lequel il intervient et les conditions météo qui ont eu lieu pendant l'application ou après l'application. Et donc là, on valorise les informations de pluviométrie, de température, de vent notamment. Un deuxième indicateur est la capacité d'absorption de la plante. Donc, bien sûr, plus elle est développée, plus le système racinaire est développé, plus elle aura capacité à valoriser l'azote. Et puis, le dernier, c'est la valorisation de l'apport par la plante, puisque une fois que l'azote est apporté, il faut qu'il se solubilise dans le sol pour être disponible pour la plante. Et donc là, on vient regarder à quel moment on a pu avoir les 20 millimètres derrière l'apport pour voir si l'azote est bien disponible pour la plante. Donc, fort de ça, ça donne une indication à l'agriculteur pour bien comprendre si, quand il a mis 100 unités, est-ce que c'est bien 100 unités qui ont été rendues disponibles pour la plante ou c'est plutôt 90 ou 80 tenant compte du risque de volatilisation d'une part. Et d'autre part, c'est est-ce que cette quantité d'azote est bien disponible pour la plante. Et donc, ça, c'est bien des éléments qui viennent permettre à l'agriculteur de pouvoir interpréter correctement son conseil fin de cycle. Et en bas de diapositive, vous avez le dashboard que nous, on a en interne, où on peut regarder quelle a été justement l'efficacité de chacun des apports azotés pour chaque date d'apport des agriculteurs. Donc, ça devient un support d'information avec lequel le technico-commercial peut échanger avec l'agriculteur et notamment prendre un peu de recul justement sur l'efficacité de ces apports azotés et dans quelle mesure il doit revoir ses périodes d'épandage, le choix de ses formules d'azote, tout ça dans un objectif bien évidemment de s'approcher de la meilleure efficacité des apports azotés apportés. Merci Thomas. Donc vous l'avez bien compris, l'idée pour nous c'était de vous présenter différents outils, différentes solutions et comment la météo pouvait être intégrée dans l'ensemble des process au sein de différentes structures. Le webinaire va toucher à sa fin, pardon. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On pourra les poser, je pourrai les poser après à Thomas et à Julien. En conclusion, vous l'avez bien compris, on vous a présenté différentes façons de valoriser la donnée, mais aujourd'hui, la donnée Météovision, elle va à la fois rentrer dans des outils qui vont être là pour accompagner l'agriculteur. Thomas vient d'en parler avec un outil Azote. Julien en a parlé sur les outils pour la gestion et le pilotage de l'irrigation. Ça peut aussi rentrer dans des outils en interne. Peut-être que là, Thomas, tu pourras nous en parler, mais tu as évoqué le sujet avec ce bilan que les techniciens peuvent avoir pour faire leur bilan de campagne auprès des agriculteurs. Et on a aussi justement des choses un peu plus structurelles d'usage de la donnée météo, par exemple pour des prévisions de rendement ou pour la gestion de la ventilation des silos. De la même manière, on a essayé de vous présenter différentes façons d'utiliser et d'acquérir la donnée. Winat, comme je le disais, on a plusieurs métiers. Le premier, c'est de produire de la donnée. Le deuxième, c'est de la fournir de la manière la plus opérationnelle par rapport aux besoins. Donc,
quand Winat fournit de la donnée à Axereal pour intégrer un outil de Power BI, les cartographies de cumul de pluie qu'on a pu voir, et ben là, c'est des flux API, donc de serveur à serveur, c'est de la consommation de données en masse. On peut avoir aussi à droite de l'écran des études sur mesure, ce que nous on appelle ça, voilà, c'est vraiment des cartographies par exemple qui sont faites en fonction des besoins, c'est ce que nous a montré Julien, et bien évidemment ces données-là sont également dans l'application. En introduction, enfin pardon, pas en introduction, en préparation du webinaire, Thomas et Julien ont parlé des données qui vous manqueraient ou qui seraient essentielles pour vous pour avoir une meilleure vision de la campagne. Vous savez très bien que nous, on travaille sur un produit qui s'appelle Solvision, qui permet d'évaluer deux choses. C'est les réservoirs utiles d'un territoire, d'une parcelle, et leur évolution en teneur en eau. Vous, comment cet outil, vous pourriez le voir dans vos usages? Pour ma part, là, c'est Thomas. Quand on faisait état tout à l'heure de l'état de la pluviométrie et quand j'ai évoqué la séquence automnale, comme je le disais, j'ai pris en période d'observation le mois de septembre alors que nos semis commencent au mois d'octobre. Parce que finalement, quand je regardais la période octobre, novembre, décembre sur la pluviométrie, au final, l'automne 24 était certes un peu au-dessus de la moyenne, mais n'était pas exceptionnel. Et en fait, ce qui nous a posé problème et qui, du coup, était plutôt le reflet de ce qui se passait dans les champs, c'était bien le fait que, comme je l'évoquais, ces précipitations venaient s'ajouter à une réserve utile qui était déjà pleine, saturée. Et donc, c'est en ça où je trouve que Solvision viendrait bien compléter les données que propose aujourd'hui Météovision, notamment sur la partie, bien sûr, eau, pour avoir une bonne interprétation, puisque au final, ce que nous, on regarde, c'est pas juste un cumul de précipitations, c'est bien un pilotage de la réserve utile et de son incidence sur la performance agronomique des parcelles. Donc, il y a ce cas d'usage bilan moisson. Et l'opportunité que j'y vois également, c'est que dans toutes nos expérimentations, notamment variétales, un de nos enjeux, c'est de affiner le plus possible le contexte météorologique et de disponibilité en eau pendant la campagne pour bien qualifier, quantifier tous les stress abiotiques au cours du cycle et de comprendre comment se détermine un classement variétal à l'issue. Et ça me paraît d'autant plus important qu'on est quand même plutôt dans un contexte où on vise à contraindre un peu nos efforts d'expérimentation. Et donc, ça veut dire que moins de données en contrepartie de plus de qualifications, plus de contexte pour davantage avoir une information qualitative. Voilà. Très bien, merci, merci Thomas. Julien, toi, est-ce que c'est des notions et des données qui t'intéresseraient? Bien évidemment, c'est une notion et des données qui sont très importantes. On le sait tous, alors c'est peut-être plus flagrant sur les zones méditerranéennes, mais il y a une tension importante sur la ressource en eau et elle va aller en s'amplifiant. Aujourd'hui, la gestion hydrique des vergers et des parcelles, même si l'olivier est aujourd'hui pas la plante la plus consommatrice en eau, elle devient importante parce que de l'eau, il en faut pour tout le monde et pour tous les agriculteurs. Et effectivement, optimiser la gestion hydrique des vergers, retarder le plus possible le déclenchement des irrigations tout en ayant suffisamment d'irrigation pour assurer de la production, c'est un élément hyper important. Et effectivement, la notion sol, elle rentre pleinement en ligne de compte dans ce choix de déclenchement de l'irrigation. Effectivement, c'est pas pour l'intérêt de tout le monde de déclencher n'importe comment l'irrigation, surtout quand on peut avoir de l'eau qui est disponible dans le sol. Donc, la gestion de la réserve utile, elle est hyper importante dans cette gestion hydrique des vergers. Et c'est là où cette vision du sol, elle peut être tout à fait importante, et notamment sur le déclenchement des irrigations au départ. Très bien, merci à tous les deux pour votre retour d'expérience. Je pense qu'on a quelques temps et quelques minutes encore pour des questions. J'ai vu qu'il y avait quelques questions dans le chat. Il y en avait une de Louis Boucher qui nous posait la question si Météovision proposait aussi des données de prévision. Donc ma collègue a répondu. Donc oui, on propose des données de prévision issues de différents modèles. L'objectif du jour, c'était bien évidemment de parler du bilan de saison, donc de ce qui s'était passé.
Mais concrètement, vous, les prévisions que vous pouvez acquérir via Météovision, comment vous les utilisez au quotidien? Je vais laisser Thomas répondre d'abord, mais je peux répondre. Voilà. Bon, Vas-y, je vais vas-y. commencer alors, Thomas. Bon, du coup, moi, je les utilise au quotidien, bien évidemment, pour plein de sujets, que ça soit, par exemple, pour l'irrigation, mais également pour le côté sanitaire, hein, bien évidemment, le déclenchement des traitements, etc. Et après, on a aussi cette vision sur du plus long terme, hein, sur des visions sur quelles vont être les conditions climatiques dans 20, 30 ou 40 ans. Et nous, on en parle beaucoup, notamment parce qu'on a des nouveaux territoires oléicoles et on se pose la question de l'adaptabilité de la culture de l'olivier dans ces territoires, et avoir une vision climatique à plus long terme, à moyen et long terme est hyper intéressante. Ouais, bah, pour notre part, sur l'usage de la donnée, je crois que je vais l'avoir un peu évoqué tout à l'heure. C'est que déjà, en premier lieu, c'est fournir à nos agriculteurs l'information météo la plus proche de chez eux. Et c'est vrai que la spatialisation et la méthode de spatialisation proposée par Winat bah, satisfait à nos attentes. Donc, en effet, le premier élément, c'est de donner des informations météorologiques auprès des agriculteurs pour prendre les bons arbitrages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, eh bien, on dispose des données Météovision via une API, et donc on stocke toutes nos données météorologiques depuis bah, la collaboration avec Winat. Et donc, on a un tableau qui nous permet de visualiser ces données et de pouvoir extraire les indicateurs qui nous semblent pertinents. Là, c'est plutôt pour des usages agronomes, en effet, et de pouvoir bah, justement sortir des données de contexte pour faire un bilan moisson, pour analyser correctement un essai, je l'évoquais tout à l'heure. Ça vient aussi alimenter des services internes ou auprès des agriculteurs. Tu l'évoquais, Romain, tout à l'heure, sur la partie aussi gestion du stockage des céréales, où en effet, bah, ça permet aux responsables de site aussi de piloter et de saisir les bonnes fenêtres pour ventiler les cellules au moment où les températures sont les plus fraîches. Donc voilà, ça participe à affiner le pilotage, parce que bah, ça permet de pouvoir prendre des décisions à partir de données factuelles. Et puis après, il y a un dernier cas d'usage, et que tu évoquais, Romain, dans ta diapositive, c'est les études un peu en dehors de notre côté opérationnel. Et c'est vrai qu'on avait aussi bah, pu collaborer avec Winat pour bah, regarder et analyser un peu plus loin qu'avant 2020, pour regarder d'où on vient en termes d'évolution des indicateurs météorologiques, puisque en parallèle, on a mené des études pour évaluer l'impact du changement climatique sur nos territoires à échéance 2030-2050. Et merci. Alors justement, sur ce côté évolution du climat et impact sur les productions et les cultures, il y a une question de Romain Besset qui est avez-vous des demandes partenariat avec l'assurance pour les protections climatiques, donc les aléas que peuvent subir les cultures? Donc, comme le dit Margot dans le chat, nous, oui, on discute avec un certain nombre d'assureurs sur ces problématiques pour produire des assurances. Vous, côté filière, à tous les deux, est-ce que c'est des choses que vous mettez en place? Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Eh bien, en fait, pour notre part, on le travaille en premier lieu dès lors qu'on souhaite soutenir des nouvelles filières. Je prends pour exemple le soja, je prends pour exemple également le pois depuis 2 ans. Et pour prendre le dernier sur le pois, on sait que c'est une culture qui montre des aléas de rendement un peu plus élevés que la moyenne des autres espèces. Et donc, on sait très bien qu'on doit accompagner les agriculteurs en termes de gestion de risque, le temps d'une transition, le temps d'une adoption. Et donc, en effet, ça nous semble assez important d'accompagner l'agriculteur pour limiter le risque à l'adoption de nouvelles pratiques, dès lors qu'elles s'inscrivent également dans nos schémas de transition. Donc, c'est le cas du pois. Et par exemple, on porte une réflexion aussi sur la gestion des couverts, qui nous semble être essentielle dans les projets de décarbonation, et aussi bah, d'amélioration des taux de matière organique dans les sols, et donc de résilience vis-à-vis du climat. Enfin, c'est un cercle vertueux tout ça. Mais pour autant, on sait très bien que cette pratique bah, est exposée à un risque de déficit hydrique au cours de l'été. Donc, dans quelle mesure bah, pourrions-nous accompagner l'agriculteur dans la gestion de ce risque? Donc oui, c'est clairement d'actualité dans un contexte d'aléas climatiques plus fréquents.
Et très bien, merci Thomas. Julien, vous, est-ce que c'est des réflexions au niveau de la filière ou de certains producteurs? Comme je le disais tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, l'oléiculture a un peu le vent en poupe. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux territoires oléicoles et effectivement, on se pose la question de l'adaptabilité de cette culture sur ces territoires-là. Et quand je parle d'adaptabilité de la culture, ça veut dire bien évidemment, il y a un côté rentabilité de la culture d'un point de vue production et donc d'un point de vue économique. Et effectivement, on a toujours les personnes qui ont une vision très exploratoire de la situation. Et puis après, il y a le reste du wagon. Et aujourd'hui, quels risques prennent ces gens? Et c'est pour ça qu'on a travaillé. On a des projets aujourd'hui. Je pense à un projet Toscane, par exemple, en partenariat avec Winut, pour évaluer la pertinence d'avoir une filière oléicole, enfin des producteurs sur la région de la Limagne vers Clermont-Ferrand, qui n'est pas du tout une zone qui est connu pour l'oléiculture. Et voilà, on mène de front à la fois une étude sur la vision de la climatologie à 20 ou 30 ans, mais également avec derrière des parcelles expérimentales sur lesquelles il y a déjà des oliviers qui ont été plantés et de voir comment les variétés vont se comporter parce que bien évidemment, il y a un facteur variétal aussi à prendre en considération. Donc bien évidemment, c'est très important d'avoir cette vision risque voilà, pour les producteurs et études de faisabilité. Merci Julien. Il y avait une autre question dans le chat et d'ailleurs, hein, vous les participants, n'hésitez pas à en poser d'autres, de Monsieur Sugo qui était quel est le taux d'usage des adhérents d'Axéral pour l'outil volatilisation azotée fin de cycle? Et peut-être plus largement le taux d'adoption des différents outils pour les techniciens en interne pour vous et peut-être pour les agriculteurs. Thomas. Déjà, enfin, pour répondre à la question plus directement, on était plutôt satisfait pour une deuxième année à avoir plus de 400 consultations sur ce service-là, sur, on va dire, un potentiel d'agriculteurs qui utilisent FarmStar qui est de 1600 au départ. Et sachant que forcément, ça astreint aussi l'agriculteur à renseigner ses interventions dans nos outils, hein, ce qui parfois peut être aussi un sujet. Donc au final, on est quand même plutôt assez content du taux d'usage de ce service-là. Après, une fois qu'on s'est dit ça sur le taux d'usage plus global des services météo, ne serait-ce que le service météo dans notre extranet fait partie toujours du podium des services les plus sollicités par les agriculteurs sur leur espace. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est ce qui définit le quotidien d'un agriculteur, donc c'est le plus sollicité. Oui. Très bien, vous avez justement sur ce côté, sur votre site intranet, ils viennent voir quoi? Ce qui s'est passé, ils viennent voir les prévisions. Oui, c'est ça, c'est principalement prévision à ce stade. En fait, c'est là où, comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, selon les cultures, selon les enjeux agronomiques, parfois on n'explore pas le même indicateur. On veut regarder plutôt du cumul, de la moyenne. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que déjà pour nous en interne, on n'est pas encore toujours bien au clair de c'est quoi notre cahier des charges en termes de tableau de bord, parce que chacun a ses attentes selon la culture qu'il veut faire et selon, qu'il veut analyser. Et chaque contexte agronomique parfois nous amène à ajuster la période d'observation, le choix de l'indicateur et les opérations réalisées sur cet indicateur-là. Donc, c'est pas évident de laisser un espace à la main de l'agriculteur où il peut explorer les données historiques. Voilà, donc pour l'instant, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore déployé parce que le cas d'usage n'est pas encore suffisamment bien affiné pour pouvoir le développer, quoi. Donc, on reste encore sur un usage interne, sur la partie exploratoire des données passées. D'accord, ok, très bien, merci. Et Julien, aussi, toi, tu nous as présenté différents outils. Alors, je sais que les cartographies que tu envoies sur le cumul de précipitations et d'évapotranspiration, c'est envoyé à une large base de données à tous les producteurs. C'est disponible sur votre site. De la même manière, vous avez une application avec cet outil œil de Pan. Vous avez des idées du nombre d'utilisateurs? Alors, l'application oléiculteur, elle est assez récente, hein, elle est en cours de développement. C'est vraiment une application qui a été développée par France Olive, qui permet aux producteurs de rentrer à la fois ses itinéraires techniques,
de positionner ces traitements. Et puis, il y a des modèles aujourd'hui qu'on est en train de développer, donc le modèle œil de pan, mais on a le modèle bilan hydrique. Et effectivement, tous ces modèles, ils intègrent de la donnée météo-vision, hein, et donc elles permettent aux producteurs aujourd'hui, effectivement, d'avoir des outils qui lui permettent de ce qu'on appelle des outils d'aide à la décision. Hein, c'est bien l'objectif, c'est d'aider le producteur dans la prise de décision quant à la réalisation de son itinéraire technique, que ça soit, donc pour l'instant c'est phytosanitaire ou hydrique, mais j'espère bien qu'on arrivera à développer aussi des outils sur la fertilisation. Je trouve le modèle intéressant sur la partie azotée. Donc voilà, bien évidemment, c'est utilisé par les producteurs. On a de plus en plus d'inscrits. Alors aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre exact parce qu'on en a de plus en plus tous les jours. Et c'est une application qui est en cours de développement. Voilà. Ok, très bien, merci, merci pour ta réponse. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions, il y en a une sur les tarifs, donc j'y viendrai à la fin. Est-ce que vous avez des éléments, Thomas ou Julien, à ajouter par rapport à tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, dans les usages ou dans les réflexions que vous avez autour de la météo? Moi, c'est un sujet que j'évoquais tout à l'heure et sur lequel j'aimerais qu'on aille plus loin avec l'équipe des agronomes, justement, c'est comment on peut davantage valoriser ces données-là dans un contexte d'expérimentation. Et d'ailleurs, quand je vois le nombre d'essais variétaux qu'on peut opérer au niveau de la filière avec les autres organismes stockeurs, instituts techniques, je trouve qu'on sous-valorise toutes les données météo qui nous semblent, qui sont accessibles quasiment à tous et qui nous permettraient d'aller plus loin dans l'interprétation et l'analyse de nos travaux d'expérimentation. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aimerais faire avancer en interne, au moins en interne. Ok, très bien, merci Thomas. Je pense que toi, Julien, justement, avec ces fermes de référence, c'est un peu le même objectif que tu as. Oui, oui, tout à fait. C'est encore une fois, c'est créer de la référence technique. Et effectivement, et comme Thomas, aujourd'hui, toutes les données météo qu'on récupère, elles sont stockées et ça nous permet également, puisqu'on a tout un tas de sujets d'expérimentation sur le territoire, d'avoir cette donnée climatique et derrière, de revenir derrière, d'analyser les données et d'essayer de comprendre la situation et pourquoi tel verger a produit et pourquoi pas l'autre, et d'essayer d'en ressortir des indicateurs pertinents qui vont nous permettre de mieux accompagner les producteurs dans leur optimisation de la production. Donc c'est hyper important et ça passe également, et c'est là où les outils qui sont proposés par Winode sont intéressants, c'est qu'on a à la fois ces outils météo-vision qui nous permettent, nous qui sommes sur un large territoire, d'avoir de la donnée météo proche pour tout le monde. Il y a les gens qui vont également compléter cette donnée par une donnée vraiment de proximité en intégrant des stations météo localisées sur leur parcelle. Et puis, c'est également l'ajout de tout un tas de capteurs connectés qui permettent, là encore, d'apporter une information complémentaire. Donc, on parle d'une échelle assez large et on arrive jusqu'à l'échelle de la parcelle. Et tous ces éléments vont permettre aujourd'hui aux producteurs d'améliorer son itinéraire technique dans un objectif d'optimisation de la production et de ses coûts de production. Et nous, bien évidemment, d'analyser toutes ces données-là pour derrière arriver à ressortir les éléments qui sont le plus pertinents et de pouvoir derrière mieux accompagner les producteurs dans la gestion de leurs itinéraires techniques. Donc c'est bien tous ces éléments-là qui sont hyper intéressants à la fois pour le producteur, mais à la fois pour nous, les agronomes, pour les accompagner et créer de la référence. Très bien, merci à tous les deux. Alors, il y a plus de questions dans le chat. Moi, j'en ai pas non plus pour vous. Il restait une dernière question qui était celle du coût, ce qui me permet de présenter ma dernière slide. Aujourd'hui, chez Winat, on est une équipe de 3 personnes pour accompagner nos clients au quotidien. Voilà, il y a Margot Leflèche qui était sur le chat aujourd'hui et puis Sébastien Barthes. Météovision, bien évidemment, ça a un coût qui va être différent et réfléchi de manière différente en fonction
de comment vous voulez acquérir la donnée. Est-ce que c'est par API? Et donc là, plus mon territoire il est grand, moins le coût au kilomètre carré est important. Ou est-ce que c'est de la donnée par service, comme par exemple pour les cartographies? Donc là, on va budgétiser ça ensemble et Margot, Sébastien et moi, on est là pour vous accompagner. Et en effet, c'est aussi des données qui sont disponibles dans notre application. Et on va avoir une petite nouveauté d'ailleurs sur la rentrée, c'est que les données seront réactualisées 24 fois par jour dans l'application. Donc on aura vraiment quelque chose de très similaire à une station physique. On appellera ça une station virtuelle, mais ça permettra d'avoir plusieurs activités. Je pense qu'on peut conclure. Merci Julien, merci Thomas pour votre présence, votre participation et puis pour la qualité de vos propos, pour cet échange. Merci beaucoup. Je vais clôturer le webinaire et à très bientôt pour un nouveau webinaire ou pour de nouveaux échanges. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci.